chers co-créateurs, co-créatrices. Bonjour Anne. Coucou Lilou. Je me réjouis de pouvoir faire cette nouvelle interview avec toi. Moi aussi. Cette interview fun. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les paillettes, là, on va envoyer du lourd. Vous êtes prêts? Ou de la lumière, je sais pas. Ouais. Alors, ton livre en format poche vient de sortir, il suffit parfois d'un signe. On avait eu l'occasion de faire une interview il y a combien de temps? Avant ou après le confinement? Parce qu'on était en ligne. Hein. C'est ça. Je te rappelle, on ne pouvait pas encore se voir. Ouais. Et là, donc, bon, il y a plusieurs thèmes que tu abordes dans ce livre. Rêve, synchronicité, prémonition et déjà vu. Et moi, ça m'intéresse. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'intéresse énormément de parler des déjà-vus, justement. J'aimerais que tu nous définisses d'abord ce terme et après qu'on puisse voir à quel point notre vie peut être enrichie, voire même boostée, transformée. Ouais, transformée. Tu sais qu'en plus, toi qui es anglophone, déjà vu, c'est l'expression consacrée aussi chez les Anglais. Ils disent déjà vu. Déjà vu. Oui, je sais ça, sans l'accent. Exactement. Il y a Matrix. Oui. Pour les grandes fans de ce film, tu as une scène avec le chat qui est l'impression de déjà vu. C'est ça. Pour les cinéphiles, là. Re-regardez-là parce que Bruce Lipton en parle, d'ailleurs, dans une de ses conférences. Qui vient régulièrement en France, d'ailleurs. Exactement. T'es interviewé. Oui. Ouais, forcément. Oui, oui. Exactement. De outre-Atlantique. Ouais, c'est ça. Tu es médium, hein. Ouais. Tu te définis comme médium? Je me définis comme médium, parce que j'ai mis des années à l'accepter moi-même. Donc aujourd'hui, alors médium, puis maintenant j'ai d'autres casquettes, mais j'accompagne toujours au quotidien les gens sur leur chemin de vie, dans leur chemin de deuil aussi. Et puis, d'où l'impression de déjà vu, j'ai énormément de gens aujourd'hui, je suis ravie de ça, qui sont soucieux de savoir ce qu'ils viennent faire sur Terre, le sens de leur incarnation, et donc de pouvoir capter toutes ces petites informations. D'où le livre sémiologique, pour savoir ce qu'ils viennent incarner, ce qu'ils sont sur la bonne voie, et surtout, est-ce qu'il y aurait des informations quelque part dont ils seraient les détenteurs et dont ils n'auraient pas conscience. Donc moi, j'essaye de faire l'interprète. Moi, j'aime bien le mot interprète, finalement. Mais ces informations, des fois, on n'a pas l'impression d'être la personne qui va y accéder. Je veux dire, ça passe souvent par des intermédiaires comme toi, qui ont accès à ces annales akashiques, qui ont accès à ce champ unifié. Pour l'instant, on a l'impression, en tant qu'être humain, on n'a pas totalement développé ces compétences-là. Je pense surtout qu'on les on les a pas encouragées, c'est ça. C'est souvent mis sous couvert de folie, de peur, de ça peut pas être possible. Et on s'autorise pas. On s'autorise pas, et surtout, il y a, ce qui me désole, il y a beaucoup d'élitisme dans l'univers spirituel, et donc seuls quelques-uns auraient pu avoir accès, comme la Pythie de Delphes, dans le fond de sa grotte, alors que finalement, beaucoup de gens viennent témoigner, mais tu le sais, de VSCD, de vécu subjectif avec un défunt, ou de signes très forts. Et puis il y a aussi les grands rêveurs, parce que quand même, le premier terrain privilégié des informations, c'est quand on dort. Et donc on peut avoir un champ riche d'informations. Moi j'ai commencé comme ça aussi, à avoir beaucoup d'informations dans mes rêves. Je continue d'ailleurs. Mais le déjà vu, est-ce que ça peut être dans un rêve? Non, le déjà vu, c'est vraiment ce qu'on appelle la superposition de temporalité. J'adore. Ouais, c'est ça, tu vois. Là, on rentre dans le sujet. Si on considère que le temps est une linéarité, on ne peut pas considérer le déjà vu. Si on considère que le temps est une verticalité... Donc, coexiste. Exactement. Tout coexiste en même temps. Et on est dans une scène et tout d'un coup, voilà, s'entrechoquent deux informations. La première, c'est la nouveauté de la scène vécue, mais finalement une vieille familiarité avec cette scène. Et aussitôt, parce que souvent on me demande quel est le premier indicateur d'un signe, c'est l'émotion que ça génère. Voilà. Donc, un déjà vu, il y a une émotion qui est associée. Il y a toujours une émotion qui est associée, qu'elle soit positive ou négative. Ça, c'est le déclencheur déjà intuitif d'un signe. Si tu te dis, ah, aujourd'hui, j'ai vu un arc-en-ciel, c'est chouette, c'est qu'il va se passer quelque chose, on est dans le mental, l'intellect. S'il y a une émotion qui est liée, c'est déjà que tu as connecté ton cœur, ton cerveau et évidemment les hautes instances akashiques. C'est fou parce que les émotions, finalement, sont très importantes dans le décryptage de ces informations de l'invisible. Oui, parce qu'une émotion arrive plus vite qu'une information intellectuelle, finalement. L'émotion passe tout de suite comme la vitesse de la lumière. Le cerveau, le temps qu'il pose, les réflexions, la pensée, mais beaucoup plus de temps. Donc, il faut toujours suivre ces émotions. Oui, toi-même en séance médiumnique, c'est aussi l'émotion. Tu le ressens dans ton corps ou pas?
tout l'exercice contraire quand on est médium. On ne doit pas laisser place à ses émotions. On doit devenir une boîte de réception de messages sans vouloir y mettre la moindre déjà interprétation personnelle, la moindre émotion personnelle et donc subjectivité. Oui, mais tu peux ressentir l'émotion de la personne. Oui, des défunts. Voilà, des défunts. Je me laisse inonder de la leur. Voilà. Et après, j'essaie de transmettre comme une interprète. C'est pour ça que ce mot interprète est riche, parce que l'interprète, elle n'est pas là pour donner sa touche personnelle. Elle est là pour reproduire fidèlement un mot, une intonation, une image, une émotion. C'est mon quotidien. Ouais. C'est un peu un exercice de funambule. Exactement. C'est même périlleux. C'est périlleux. Dans périlleux, il y a péril. Quelle sorte de péril? Le péril de l'intellectualisme. Ça m'est déjà arrivé. De donner le mauvais message. De vouloir intellectualiser un propos et surtout de se servir de son propre champ référentiel. Ça m'est déjà arrivé. De vouloir donner une information intelligente alors qu'il faut donner une information prégnante. Ça n'a rien à voir. Et le message peut changer. D'où l'importance pour toi de continuer d'évoluer. Je veux dire, tu fais quoi pour toi-même te remettre en question, questionner, voir ce qui est vrai de faux, lumineux ou sombre? Travailler son outil. Moi, je dis toujours travailler son outil. C'était il y a quelques semaines, non même pas quelques mois, quelques semaines, parce que je vais aussi toujours dans les associations d'aide au deuil pour faire des médiumnités publiques. La médiumnité publique, t'es plus funambule, là. T'as plus de fil, t'as plus d'horizon. Et donc il y avait 350 personnes dans cette salle qui avaient déposé avec des grandes attentes. Ouais, avec des grandes attentes. Et c'est de dire, ben voilà, il faut que je continue mon exercice dans toute sa rigueur, c'est-à-dire pas être dans le côté confortable de mon cabinet avec un one-one et de me dire, je ne vais écouter que les messages prioritaires que je dois vraiment délivrer. Et là, il faut... là c'est un travail sur soi-même, bien sûr. Moi, je t'ai vu faire sur Instagram, on s'était fait un petit direct comme ça, où tu avais enchaîné 10, 15, 20 personnes facilement, au moins d'ailleurs. Ça, c'est vraiment les médiumnités publiques, qui est un exercice outre-Atlantique qui est hyper connu. En France, c'est encore très, très confidentiel, mais pour moi, c'est l'exercice qui te met... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est aussi peu à le faire en France. Tu es à nu sur ce genre d'exercice, tu es complètement t'es à poil. Et t'adores, ça te fait évoluer, justement, on parlait d'évolution. Ça me fait travailler sur mes peurs. Moi, mon problème principal, ce sont les peurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, peur de... peur de tout. Non, je suis dans ton quotidien, tu veux dire. Je suis née en ayant peur de tout. D'accord. Mon père ne s'en est jamais remis. Non, parce que la première image de mon incarnation, c'est je suis bébé, il me pose dans l'herbe parce que je fais mes premiers pas, je hurle de terreur. L'herbe me fait peur, les mouches me font peur. Et il dit à ma mère, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Parce qu'on est vraiment... Papa, si tu m'écoutes. Et donc, il a fallu combattre ses peurs. Alors, peur d'être différente, parce qu'avec ses facultés intuitives et médiumniques, j'avais peur d'être une alien. D'ailleurs, je le suis, d'une certaine façon. Peur de décevoir. Tu t'es bien fondue dans le je me suis bien fondue dans le décor. Peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur. Donc, de se mettre vraiment à nu devant les gens. Et c'est travailler là-dessus. Donc, on revient sur le déjà-vu. Déjà vu. Alors, ces temporalités qui se superposent. Se superposent. En fait, tu n'as pas encore vécu cette scène, mais quelque part, ton âme vient te représenter une scène que tu as déjà finalement... Ou que tu vas vivre. Et que tu vas vivre. C'est exactement ça. Que tu as déjà vécu ou que tu vas déjà vivre, ou les deux en même temps? Les deux en même temps. C'est trippant un petit peu. C'est trippant. Regardez Interstellar. On est OK. Voilà, on est exactement là-dedans. On n'arrive jamais vierge de tout dans cette incarnation. Même si on arrive avec un nouveau corps physique, on a une formidable banque de données à laquelle on a accès et qui s'appelle les annales akashiques. Alors Jung les appelle les archétypes, l'inconscient collectif. On choisit ce qu'on veut comme appellation, mais on a sans arrêt, si tant est qu'on s'y reconnecte, tous accès à cette bibliothèque. Tu as ton pass pour les annales akashiques. Je l'utilisais bientôt. Tu l'utilises déjà. Oui, je l'utilise. Je pense que tu l'utilises. Mais on a envie d'affiner tout ça, tout ce qu'on en a. Exactement. On a envie d'apprendre, on sent qu'on est dans une ère là où on va pouvoir avoir accès à ça. On va s'autoriser surtout. C'est ça. Et en fait, quand on va vivre des moments forts, ou en tout cas des moments chargés de sens et d'émotions pour nous, eh bien indirectement, on repart en connexion avec ces informations qui sont déjà présentes et qu'on va nous donner dans le grand livre de nos incarnations. Et là, il y a un ajustement, il y a une synchronicité parfaite entre le moment vécu et l'information à laquelle on a de nouveau accès. Mais
c'est la même chose lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Tu n'as pas échangé un mot avec cette personne et tu as déjà une émotion qui passe, un feeling ou non. et parfois, tu as même besoin de poser des mots dessus de façon très animale. Lui, je ne peux pas le sentir. Il y a vraiment déjà une reconnexion, des retrouvailles, des souvenirs. Ouais. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y a possibilité de le... est-ce que ça, je veux dire, ce signe-là, cette information-là, oui, qu'est-ce qu'on en fait après dans notre quotidien parce qu'on est quand même là en pleine accélération, on est tous bousculés, il y a des informations qui nous viennent, je suppose que si elles nous arrivent, bon, il y a quand même une bonne raison, ou en tous les cas, on peut en faire quelque chose. Il y a souvent, en fait, il y a deux choses. Soit au préalable, on a déjà posé sans s'en rendre compte une intention. Parce que régulièrement, je dirais 80% des gens qui me disent « mais j'ai reçu un signe, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas », ont déjà mentalement ou de façon introspective posé une intention. Ils n'ont juste pas compris qu'ils venaient de le faire. Parfois, ça peut être de façon très ritualisée. Une autre fois, ça peut être vraiment dans, je ne sais pas moi, dans les notes d'une musique que tu écoutes et finalement, voilà, tu as déjà distillé quelque chose et tu as déjà posé quelque chose et l'univers qui est rentré en connexion avec toi te répond. Donc, il y a déjà finalement cette intention de poser. Et quand je creuse avec mes consultants, ils me disent tous oui, c'est vrai, en fait, depuis quelques temps, quelques semaines, voilà, je suis en grande demande d'aide, de guidance. Ou à l'inverse, on essaye de te préparer à des événements forts parce que tu es un tournant de vie, parce que il ne faut pas... En fait, un signe, c'est une petite loupe, un petit zoom sur des détails du quotidien auxquels tu n'aurais certainement pas prêté attention. Et du coup, le fait de faire ce focus te permet d'être un peu plus attentif, d'être un peu plus observateur et donc de moins être spectateur de ta vie et de glisser, tu sais, sur les événements sans avoir l'impression d'abord que tu as une prégnance avec eux et que tu peux interagir aussi. Mais comment on pourrait accéder encore plus à ce futur, tu vois? Parce on entend parler de remote viewing, on entend parler de personnes qui vont justement dans le futur et essayent de vivre la meilleure des millions de possibilités qui coexisteraient à tout instant, tu vois, et que finalement, on pourrait se brancher sur ce potentiel-là et le vivre et quelque part changer notre ligne temporelle. Ouais, c'est ça. Je pense que déjà, ça te parle? Oui, ça, évidemment. J'étais juste, dès que tu m'as dit ça, je me suis dit, oh, est-ce que tout le monde a la capacité émotionnelle de le supporter? Parce qu'il y a vraiment ça, en fait. Il y a aussi cette acceptation, cette résilience qu'on doit tous avoir. En arrivant ici, je te dis, ah, mais voilà, je vois ce livre sur les danseuses classiques. C'était mon rêve d'être danseuse classique. J'étais persuadée que j'allais aller au Bolchoï, à l'opéra, etc. Moult signes sont arrivés sur ma route pour me montrer que ça serait vraisemblablement pas ma voie. Il y a un moment de résilience à avoir. Et quand on ne perçoit pas les signes, ou en tout cas quand on ne veut pas avoir accès à ces paradigmes, c'est parce que, ou petit 1, ça met un point final à nos espoirs secrets ou à ce qu'on pense pour nos réelles envies, qui ne sont que des désirs finalement. Et petit 2, la déception de ceux qui nous entourent. Parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que je vais arriver à me réaliser moi-même dans le deuil que les autres vont faire de l'image qu'ils s'étaient faite de moi? Pourquoi? Parce que petit 1, ça va réparer quelque chose au niveau transgénérationnel. Ou petit 2, je suis le désir inconscient d'un père, d'une mère qui a échoué et qui veut que l'autre prenne le fardeau laissé par terre. C'est lourd, hein? Et donc, on a tous accès à ça. Encore faut-il aussi que nous ayons suffisamment de structure émotionnelle pour ça. Parce qu'il y a plein de choses qu'on souhaite vivre, mais finalement, comme tu le dis, quand ça arrive ou quand ça commence à pointer son nez, le grand amour, ou le job de ses rêves, ou cette chose qu'on sait depuis des années imaginer, et là, il y a une espèce de peur et on va faire des choses qui vont presque on peut se saborder. Empêcher, voilà, auto-saboter. Exactement. On se ligote soi-même, on est vraiment dans une destruction du moment. C'est pour ça que je dis que l'ouverture même et le lâcher-prise sont très importants et qu'on peut essayer. Il y a aussi quelque chose de très fort, c'est, est-ce que j'entends ça beaucoup, hein, on en reparlera très certainement, la mission de vie. On veut toujours... Je crois qu'il y a un petit livre derrière tout ça. Pas. Non? Oh, bah là, je te redirai ça ce soir quand je serai devant mon écran. Ah oui.
en train de mettre mes petites lunettes avec mes petites cernes. On a toujours une image grandiloquente de la mission qu'on doit incarner sur Terre ou qu'on doit réaliser. Les gens oublient tellement que parfois une mission peut être juste de réussir à aimer, comme tu le dis. Oh là là, mais, quelle plus belle mission. Mais on est d'accord. Oui. Et tout le monde a l'impression que c'est un vieux disque romantique usé, alors que c'est souvent l'histoire de toute une vie. Ça allège tellement. C'est exactement ça. Quand j'entends les enfants, je serai pompier, je serai princesse, qu'est-ce que ça cache derrière tout ça? Qui veux-tu sauver en voulant être pompier? Parce que finalement, un enfant ne veut sauver personne d'autre que ses parents. Je veux être une princesse, qui veux-tu aussi élever? Enfin, si on les écoute, il y a toujours des missions pour les autres. Et l'idée, c'est de trouver son propre chemin. Et on veut toujours, voilà, Et donc le déjà vu par rapport à la mission de vie, est-ce que là, justement, il y a des indices? Exactement. C'est les indices ou concordants ou alors à l'inverse, antinomiques avec ça, c'est comme tu le dis très bien, c'est attention sur le changement de paradigme. Attention, considère cette situation avec beaucoup plus de gravité que ce que tu ne voudrais le faire parce que cette rencontre, cette personne peut vraiment être déterminante dans ton choix ou dans ton approche. C'est le focus en fait, c'est l'univers qui te tient tout d'un coup par la manche et qui te dit stop, là maintenant, regarde ou en tout cas ressens les choses. Bien sûr. Donc en tout cas, ils s'entremêlent, hein, les rêves, les synchronicités, les prémonitions. En fait, ce sont des vecteurs de communication et selon qui nous sommes, on a nos outils privilégiés. Il y a des gens qui sont tellement focus dans leur journée sur leur travail, leurs occupations, leur mental, qu'on vient les chercher la nuit. Parce que c'est le seul moment où tu es complètement disponible pour recevoir des informations. Donc on passe te voir dans ces moments-là. Et sinon, ça peut être vraiment en journée. Si tu interagis énormément avec les gens, eh bien, les outils seront les personnes que tu vas rencontrer, qui seront peut-être des vecteurs. On a tous vécu tout d'un coup un ami ou un sombre inconnu qui tout d'un coup te parle, lance une phrase. Et là, tu t'es interloqué parce que tu as l'impression que cette phrase, elle s'extrait de toute la conversation et qu'elle n'est que pour toi et que c'est le message dans le message. La question que tu t'étais posée la veille ou de quelque chose de très intime. C'est ce qui se passe souvent, je trouve, dans un contact médiumnique. C'est ça. C'est-à-dire les mots que vous sortez, les bons mots, hein, médium. D'un seul coup, cette phrase, elle est pile. Elle est en résonance, tu vois. Elle est chargée d'atomes, en fait. Voilà, moi, je compare beaucoup ça à tous les expérienceurs qui parlent de l'autre côté de tout ce qui est très dense, comme toute cellule vivante est riche et vraiment multidimensionnelle. Et une phrase médiumnique, elle a cette même densité, en fait. Elle contient parfois peu de mots, mais elle se déploie à l'infini. C'est très difficile quand tu n'as que tes cordes vocales et ton intention et ton cœur pour la distribuer. Tu sens que derrière, elle laisse encore une trace indicible parce qu'on ne peut pas réellement la transmettre telle qu'elle. Là, on n'est pas outillé pour ça encore. Non, mais c'est comme un fragment, c'est comme les personnes presque qui font des expériences de mort imminente et qui reviennent avec cette énergie-là, cette vibration-là qui est quand même différente d'autres personnes qui n'ont pas vécu ça. Et là, c'est comme si toi aussi tu apportais ce message presque de la source directement à la personne qui en était infusée. C'est exactement ça et j'essaye de... Et d'ailleurs, les gens me disent en fin de séance, au-delà de l'émotion que ça génère, ils sont crevés en fait. Il y a un coup de... Massue. Un coup de massue. Tout d'un coup, ils s'aperçoivent, d'abord, évidemment, il y a le contexte émotionnel, mais ils me disent, oh là, j'ai l'impression d'être passé dans un caisson, je sais pas, oxygène ou... Ah, t'es passé chez Anne, toi? D'accord. Oui, c'est ça. Et souvent, ils me disent, je sais pas si je vais reprendre le volant tout de suite, parce que j'ai un coup de barre, et je leur dis, non, le faites pas. Et ils me disent, mais il y a eu un transfert d'énergie, en fait, ceux qui cherchent des mots. Et je leur dis, c'est pas la mienne. En fait, on est venu apporter autre chose. Et là, il faut vivre cette sensation pour s'apercevoir qu'il y a quelque chose dans la gravité qui est arrivée en eux et qui va continuer de vivre un peu avec eux aussi. D'où l'effet un peu, tu sais, de montagne russe. En fait, tu as le down parce que tu es chargé, mais comme tout médium, tu fais une séance, déjà tu t'élèves vibratoirement, tu es chargé évidemment d'informations, d'émotions, puis hop, là, tu as un petit temps où ça redescend, tu
où tu reviens dans la matière Mais finalement. tu me disais d'ailleurs, je crois quand on s'était revus au salon de Brive-la-Gaillarde, le salon du livre, foire du livre, tu avais dit je fais des bains salés, tu as tes techniques toi-même il faut pour vraiment revenir. Oui, il n'y a pas une journée, déjà l'eau très chaude, ça marche déjà très très bien. Je ne peux pas finir ma journée, que je sois sale ou non, ce n'est pas la question, vraiment avec ce bain nettoyant parce que sinon c'est difficile vraiment de se nettoyer de tout ça, oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ce délicieux moment. Merci à toi. Une joie de t'avoir revu. Donc en format de poche, c'est génial ça. Hein. Oui, déjà il est accessible à tous, c'est aussi bien. Niveau prix. Et 9,70, ouais, super. 9,70 c'est chouette, j'aime bien. Mon public est populaire et je suis très fière de le dire parce que les gens qui viennent me voir en consultation dans les assos d'aide au deuil, ce sont des gens du peuple et ce sont ceux qui aujourd'hui aussi sont les plus curieux et essayent de combattre les barrières éducatives ou les qu'en dira-t-on, parce que c'est souvent les petites villes. Et je suis ravie qu'ils s'ouvrent à tout ça et qu'ils viennent enfin témoigner de tout ce qu'ils vivent aussi au quotidien, d'invisibles mais de forts. Voilà. Éveillons-nous, chers co-créateurs, ceux qui étaient considérés comme les moutons se réveillent. Oui, c'est ça. On met les mots. En paillettes. Voilà, en paillettes. Et oui, et on a du fun, on s'amuse. Merci beaucoup, Lilou. Anne. Merci à toi. Gros bisous, on vous embrasse. À bientôt.